qui change de nom, mais je suis à peu près persuadé que vous ne connaissez pas l'ancien nom, qui s'appelle APSA 30. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, APSA 30. Et APSA 30, c'est une association qui œuvre depuis 50 ans pour venir en soutien à des publics qui sont affectés par des addictions, notamment bien sûr l'alcool, la toxicomanie, les jeux, enfin, etc. Et qui donc œuvrent reconnus par ses pairs depuis très longtemps. Et donc là, on a voulu franchir une étape supplémentaire, aller rendre public finalement, et on a fait appel à la société MTT Kidam pour nous accompagner dans notre communication, et on a mis en place ce qu'on pourrait appeler une marque, donc Eco, qui devrait, on le pense en tout cas, interpeller un certain nombre de gens et nous faire connaître du grand public pour porter un petit peu sur la place publique un discours qui est aujourd'hui souvent gommé par l'actualité que vous connaissez en matière d'addiction. Ce dont vous parlez le plus souvent, c'est du narcotrafic, des faits divers dramatiques. Mais derrière tout ça, il y a une réalité sociale, économique, de la souffrance d'un certain nombre de publics dont eux, on n'en parle jamais, c'est-à-dire des gens qui sont dans la consommation de substances. Donc c'est très important pour nous d'essayer, et c'est ce qu'on va essayer de faire à l'occasion de la semaine prochaine, puisqu'on a prévu de fêter ce cinquantenaire, puisque on change de nom, mais c'est à l'occasion de nos 50 ans d'existence. Nous sommes partis des Cévennes, de Planave, où à l'époque on faisait des centres pour des post-cures, où le sevrage donc des toxicomanes, c'était la réalité, puisqu'on parlait de toxicomanes. Aujourd'hui, on parle d'usagers de drogue. Hein, vous voyez, les choses évoluent, mais dans la réalité aujourd'hui, on passe, c'est l'intitulé du colloque qu'on va faire la semaine prochaine, de la toxicomanie à l'accompagnement en addictologie. Et du sevrage dont on parlait, qui était la seule thérapeutique hier, aujourd'hui, on est dans l'accompagnement des malades, des patients, etc. Donc c'est de ça dont on va parler. Et alors, je pourrais vous parler quand même rapidement Juste, oui, je vous en prie. Vous présentez parce que je ne sais pas qui vous êtes. Donc ça... Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je refus commencer par le début. On m'a même fait une carte, je peux vous la donner, même que c'est nouveau. Je suis Bruno Rangin, président. Donc, je suis le président d'APSA 30, qui devient ECO aujourd'hui, depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, on n'a jamais communiqué, donc nous sommes financés par l'Agence régionale de santé à 98%. On vient de rajouter une corde à notre arc, parce qu'on ne fait pas que de l'addiction, et depuis 2023, nous faisons aussi, on accompagne les publics en inclusion numérique. Donc, nous sommes situés sur l'ensemble du territoire du département, avec des endroits où on est bien situé, des endroits un peu moins. On est sur Nîmes. Vous connaissez des établissements sur Nîmes. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est le Centre Logos. C'est un des établissements d'ECO. Nous avons sur Alès le Centre Planave qui fait de l'hébergement d'usagers de drogue, de l'hébergement collectif, de l'hébergement individuel, des appartements, etc. Et sur Alès, on a aussi l'association Solidarnet qui fait de l'inclusion numérique, qui est devenu, le préfet de l'inaugurer la semaine dernière, pour vous dire, en fait, on est connu de tout le monde, mais pas du grand public, est venu inaugurer un France Service, donc dans nos locaux, sur Alès, donc il y a 10 jours à peu près. Solidarnet, c'est aussi à Pont-Saint-Esprit. On a inauguré il y a quelques temps une antenne pour accompagner les gens
donc qui sont un petit peu éloignés donc, de l'inclusion numérique, des demandeurs d'emploi, donc ça représente un frein pour eux, donc on les accompagne de cette manière. Nous sommes présents à travers des microstructures. Microstructures, ce sont dans le cadre de cabinets libéraux, nous apportons une aide en soutien pour accompagner les publics en addiction. Donc on est présent sur Crampon, sur Saint-Jean-de-Lugard. Nous intervenons sur le collet de l'Aise, oui, on dépasse même le Gard. Nous intervenons sur le festif, c'est-à-dire nous avons des travailleurs sociaux, des infirmières qui sont présents à l'occasion de rêve party. Donc la préfecture du Gard nous sollicite pour être présent sur ces lieux-là. Donc on intervient dans les collèges, dans les lycées. Nous avons une consultation jeunes consommateurs. Donc alors tout ça doit être écrit, je pense, donc c'est pour ça que je le cite en vrac. Et ça, on le fait depuis très longtemps. Comme je le disais, on est reconnu de nos pairs, mais malheureusement, beaucoup moins du grand public. Et aujourd'hui, en tout cas, de la place qui est la mienne, avec le conseil d'administration, on a envie de porter sur la place publique un discours et d'ouvrir un débat. En 1960, vous aviez Nixon qui a ouvert la guerre à la drogue pour lutter contre les trafics à l'époque. Ça s'est traduit en France en 1970 par la loi qui est la plus répressive d'Europe. On voit les résultats aujourd'hui. La répression fait que la France est le pays d'Europe où il y a le plus de consommateurs de drogue. Donc, nous, ce qu'on veut aborder et porter sur la place publique, c'est un autre volet, beaucoup plus de prévention, et puis nous interroger, et donc nous allons faire venir des gens, des sociologues, des psychiatres, des juristes, donc la semaine prochaine, on va vous donner le calendrier, pour justement essayer d'aborder avec eux qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive à consommer, par exemple, de plus en plus, en 20 ans, c'est 5 fois plus de cocaïne. Qu'est-ce qui fait qu'en 20 ans, on est passé à 5 fois plus de consommateurs de cocaïne dans notre pays? Et ça, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important, de pouvoir le dire et de voir pourquoi nos sociétés, alors c'est pas la faute toujours de la société, hein, les individus ne sont pas exempts de leur propre responsabilité, mais qu'est-ce qui fait que dans une société, on arrive à se droguer? Pourquoi? Et donc on a envie de porter ce débat sur la place publique, et c'est ce que nous ferons à l'occasion de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, très rapidement, il y aura 4 points forts. Le mardi, par un travail qui a été fait avec les profs de sciences économiques et sociales, en accord avec le proviseur du lycée d'Audet, donc les élèves ont eu des cours en sociologie sur la socialisation et les déviances. Donc il y aura une conférence qui va avoir lieu au lycée d'Audet à partir de 14h, mardi 19, tout ça est écrit normalement, hein. Mardi 19 avec 200 élèves de première essentiellement, mais aussi on a les classes supérieures. Donc avec une sociologue qui est de l'université de Perpignan, qui va venir parler de ça avec un de ses collègues aussi, qui est plus instruit sur la litho, je ne sais plus comment il s'appelle. Pardon ? Monsieur Crast. Monsieur Crast, voilà. Donc on va avoir un débat auprès des élèves. Le mercredi, on va avoir une journée porte ouverte à Blanave, sur Alès. Avec justement, on va faire connaître aussi un peu plus nos actions en matière d'inclusion numérique. Le jeudi, on aura une séance au sémaphore avec un film Mais vous êtes fous, un film d'Audrey Diwan, et avec un petit débat derrière, donc où il y a Pure Marmaille, donc ça sera à 18h. Et surtout, la grande journée, ça sera le vendredi, où là, on fait venir, peut-être Marion, vous pourrez en parler, beaucoup de personnalités, entre autres, je cite Sylvie Devorka, enfin, des gens de ces... qui vont pouvoir nous faire part de leur
de leur connaissance de ce monde-là. Et donc, ça sera un petit peu ces 50 ans, on va les traiter de manière historique. Donc, cette guerre à la drogue, comment on est passé du sevrage et comment aujourd'hui, il y a des questions philosophiques et éthiques qui sont importantes. Aujourd'hui, on ne va pas demander à quelqu'un, même dans nos hébergements, d'arrêter l'alcool du jour au lendemain. On va l'accompagner pour le ramener dans une situation sociale qui lui permet de redemander des papiers, etc., avoir des droits et les faire valoir, mais aussi, souvent, ce sont des gens qui sont très éloignés du soin, les accompagner vers le soin. Et donc, c'est une politique de santé publique, et donc c'est vers ça, c'est dans ça qu'on s'inscrit. Donc, l'objectif qu'on veut faire passer, c'est effectivement de nous faire connaître. On a une marque qui s'appelle ECO, pour essayer de faire entendre la voix de ces gens qu'on n'entend pas, et souvent qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Et ça, c'est pour nous très important de pouvoir parler de ces gens autrement qu'à travers les représentations, autrement qu'à travers, encore une fois, les faits divers dramatiques, et notamment à Nîmes, on a connu ça. Donc c'est vraiment de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas si vous pourrez peut-être poser des questions. Alors, écho, parce que bon, je pense que ça fait du bien de parler un peu de mythologie, ça nous sort un petit peu du cadre. Mais bon, je voulais noter quand même dans ce que je vous ai écrit, mais Écho, c'est une Oréade, une nymphe des montagnes qui a été instruite par les muses. Et en fait, elle a aidé Zeus, qui était, qui allait voir ailleurs très souvent. Donc, elle a aidé à tromper la jalousie, parce que par son bavardage de Junon, d'Héra. Et du coup, quand elle s'en est rendue compte, Junon, ou Héra, ça dépend si on est en grec ou en latin, elle s'est défendue, donc elle lui a coupé la parole. Elle lui a interdit de parler, et juste de pouvoir répéter la phrase du dernier qui a parlé. Et bien nous, on a envie de parler, de récupérer la phrase du dernier qui a parlé, ce qu'on n'entend jamais, que nous on voit, pour pouvoir justement parler à leur place, même si, lors du colloque, il y aura quelqu'un, une usagère de drogue, qui a accepté, parce que c'est très difficile de les faire parler, qui viendra témoigner de sa propre réalité à elle. Et ça sera intéressant. Donc, elle sera présente lors du colloque, je crois, l'après-midi. Hein, voilà. Donc, ça, c'est pour nous important. Donc, donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Voilà. Donc, pour moi, c'est important de faire cette référence, parce que je vous dis, Écho, on l'a pas choisi par hasard non plus, mais en plus, on a ici, ça 30, c'est quoi, 60 équivalents temps plein, oui. Hein, à peu près. Sur le département. Sur le département. Sur l'association. Donc, par exemple, ici, on est dans un XAPA, centre de soins en addictologie. Donc, vous avez des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. En dessous, au rez-de-chaussée, c'est le CARUD. CARUD, c'est les gens qui accompagnent ceux que vous voyez, les marginaux dans la rue, dans la réduction des risques, qui leur permettent de prendre des douches, qui leur permettent de boire un café. Donc ça, on les accompagne à la réduction des risques. Sachez que, par exemple, ici, parce que le débat des salles d'injection va être posé certainement vendredi prochain. Ici, nous pratiquons, et c'est financé par les pouvoirs publics, un programme d'action qui s'appelle À leur lit. Donc, on accompagne des gens à mieux s'injecter. Donc, vous voyez jusqu'où on va. Elle faisait ça donc sur Nîmes. Donc, nous, on a ce programme. Et donc, il y a des personnes qui, effectivement, pour réduire les risques d'infection lors des injections, etc., on les accompagne. Donc, c'est microscopique, c'est pas une salle d'injection, mais on accompagne quelques personnes de cette manière pour leur apprendre à mieux s'injecter des produits. Donc, vous voyez, on est loin du sevrage, et tout ça, ce sont des choses qui se pratiquent ici.
Donc il faut le savoir. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Alors peut-être Marion, vous pourriez parler un petit peu du programme. Je pense Marion étant la directrice, Marion Leonetti, qui est la directrice d'APSA 30. Et donc Éco, ouais, vous voyez, excusez-moi, hein, Éco. Votre nom, s'il vous plaît? Marion Leonetti. Je vous laisse pas nos superbes cartes. Nous avons un directeur, donc Francis Garnier, qui lui s'occupe directeur des addictions, du service addiction. Et derrière vous, il se cache toujours, Sébastien Lasserre, qui lui, voilà, il aurait pu venir là, qui lui s'occupe de la partie inclusion numérique. Hein, voilà. Donc, ce sont des gens qui nous entourent. Et puis, on a deux membres du conseil d'administration. Mesdames, je vous remercie d'être venus parce qu'en fait, sans le conseil d'administration, c'est très à la pointe. Alors, ça, c'est un élément justement très important. On a toujours été en avance sur les pratiques de la société. Toujours. Nous avons été les premiers en Occitanie à lancer les programmes de substitution. C'était dans les années 90. Hein, vous avez entendu parler du Subutex, de la méthadone. On a été les premiers à les lancer. 1994, je me permets, on est le premier centre de méthadone régional qui ouvre à Nîmes, le centre Logos. Ici. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est une association qui a... Vous savez, au départ, c'est une équipe de militants qui part. Et ces militants, ben voilà. Donc, on essaie de faire avancer la société par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est une équipe de professionnels, compétents, structurés, mais qui a gardé cet état d'esprit. Et donc, on est toujours dans une démarche d'avancer et d'essayer d'être toujours en avant. Donc aujourd'hui, la question donc de pouvoir porter justement dans le débat public quelque chose, c'est aussi pour nous important. Moi, je ne peux pas rester là à nous occuper, parce que aujourd'hui, ici, on accueille tout le monde. C'est ce qu'on appelle les politiques de bas seuil. Hein, c'est-à-dire, et là aussi, bonjour. Mais merci d'être là. Donc, on est dans des politiques de bas seuil, c'est-à-dire qu'on a fait tous les publics. Combien vous avez suivi de personnes? Alors, je crois que c'est 2007. Au total, sur tous nos dispositifs, en 2023, on a accompagné 2700 personnes. Et quelle est la part de l'addictologie à la drogue, à l'alcool, aux écrans? Alors, 2000 personnes sont suivies en addictologie 2000 personnes et 700 personnes sur l'inclusion numérique. Et dans l'addicto, alors là, on pourrait peut-être demander à Francis. Donc, effectivement, alors vous savez, la première drogue, c'est l'alcool. Hein. C'est celle qu'on traite en... C'est la majorité de la demande. Voilà. Le premier produit consommé est l'alcool, le cannabis, la cocaïne, dans cet ordre-là. Voilà, l'héroïne est en baisse, les opiacés, le tabac. Mais en fait, souvent, c'est des polyconsommations. Et ce sont des gens qui frappent à votre porte, qui vous sont envoyés par des professionnels de santé. Comment ça se passe? Il y a toutes les formes de port d'entrée. On a en fait des gens de toutes les classes sociales qui viennent taper à nos portes. On a effectivement un certain nombre de personnes, notamment sur l'ex-APA résidentiel, sur Blana notamment, où là il y a des hébergements où c'est des orientations de travailleurs sociaux pour la majorité. Après, sur l'ex-APA ambulatoire, effectivement, on est sur des publics totalement divers et variés, de toutes les couches sociales qui interviennent, soit sur du bouche à oreille, soit par l'intermédiaire d'un ami, soit par un travailleur social. En fait, on a tous les cas de figure. Et vous les accompagnez gratuitement Oui. Alors, pardon, je t'ai coupé. La loi de 70, elle est répressive et son côté répressif pose problème, mais elle pose aussi le droit à l'anonymat et à la gratuité du soin. Ce qui a permis l'ouverture des centres de post-cure dans les années 70, dont Blana, à l'époque, qui a ouvert en 74, l'établissement historique de l'association, le pourquoi aussi on est... Par le pasteur, c'est le pasteur Pistler, si vous le notez. Donc,
le soin en addicto, à ce jour, reste anonyme, enfin, peut être anonyme et gratuit. Voilà, donc les personnes ont accès à une équipe pluridisciplinaire. Et vous êtes essentiellement financé par l'Agence régionale de santé. Voilà. Et le budget est suffisant pour pouvoir accompagner toutes les personnes que vous accompagnez annuellement. Sur la partie addictologie, on est essentiellement financé par l'ONDAM, qui est redistribué, enfin, tarifé par l'ARS. On a des financements MINDECA aussi, qui sont à la marge, mais qui existent. MINDECA. La mission interministérienne C'est du financement public. En fait. Oui. Et Solidarnet est financé à 90%, 95% par le Fonds social européen, qui dépend du département. Voilà. Et ensuite par des subventions dans la politique de la ville. Et là, c'est l'État qui intervient, puisque France Service, c'est l'État. Le préfet lui-même est venu l'autre jour pour inaugurer le gros de nos actions sont financées par des fonds publics aujourd'hui. Et quel que soit le dispositif, on est véritablement sur la conditionnalité de l'accueil et de l'accompagnement. Et ça, c'est important aussi de souligner. Oui, c'est ce qui traverse l'ensemble des services. Par exemple, vous avez entendu parler des démantèlements des zones de crack à Paris. Par exemple, l'État a envoyé dans toute la France. Donc, nous, on a des places dédiées et réservées à ces publics-là, par exemple. Sur les craqueurs franciliens. C'est un programme national qui avait été noté juste avant les JO et qui est toujours dans la continuité. Donc on fait ce genre de choses aussi. Donc on essaie dans la prévention, on est dans les prisons, voilà, on a par exemple aujourd'hui un produit que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Buvidal, qui est en fait de la buprenorphine, donc c'est du Butex, mais en injection hebdomadaire ou mensuelle. Et là aussi, l'ARS ne nous finance pas là-dessus. Mais on a pris sur nous la possibilité de pouvoir le faire malgré tout. Ça se fait en prison, donc on a un médecin qui est plus chez nous aujourd'hui, qui est sur Montpellier, mais qui travaille à la prison de Villeneuve-les-Maglones, et donc avait lancé ça. Et ça donne des résultats. C'est-à-dire que vous avez des gens qui étaient donc avec une consommation anarchique de leurs produits au quotidien, et bien là, ils ont leur dose de buprenorphine pour le mois ou pour la semaine, etc. Sur une seule injection. Et ça permet d'avoir une vie sociale totalement différente. Je pourrais citer quelques cas parce que par ailleurs, je suis pharmacien et donc j'ai à connaître de ces publics-là, bien sûr. En termes de public, homme-femme, est-ce qu'il y a des évolutions, par exemple, dans les gens qui viennent nous voir en termes d'addictologie? Est-ce que ça reste le public a peu évolué entre... Alors, on a, dans les établissements, en tant que tel, en addictologie, on reçoit un public plutôt masculin. En revanche, sur les microstructures, le dispositif dont vous parlez, Monsieur Mangin tout à l'heure, qui est du soutien à la médecine de ville sur les questions addicto, qui est un dispositif expérimental, qui va passer dans le droit commun là au printemps. Là, comme la porte d'entrée dans le dispositif, c'est le médecin généraliste, c'est plus facile pour les femmes d'aller dans une maison de santé pluriprofessionnelle, d'aller voir leur médecin et par ce biais-là de raccrocher des wagons sur du soin en addictologie. Voilà, c'est moins stigmatisant que de pousser la porte comme ça va dans l'esprit des gens encore aujourd'hui. On est aussi sorti de la conception homme-femme d'accueil des personnes, donc toujours confondu. Oui. Et après, est-ce que dans le public, même si je comprends bien qu'il ne faut pas la séparation, mais est-ce qu'on a senti une évolution ou pas en termes de consommation, de besoin d'être aidé, quoi. Je sais pas. Alors, il y a une histoire c'est plus facile aujourd'hui de faire ça sur une microstructure parce que c'est moins voyant, c'est plus discret, mais en termes de consommation, c'est vrai qu'il y a une évolution. L'évolution, on peut l'avoir sur les décennies passées, c'est-à-dire en passant de la toxicomanie à l'addicto, et d'être aujourd'hui dans un accompagnement non plus sur l'abstinence, mais permettre à des gens d'aller mieux, ouvre des portes. Le fait que les gens entendent que l'idée n'est pas de les pousser à arrêter les consommations, mais de gérer la consommation et leur permettre de vivre mieux leur quotidienneté,
fait que du coup, les gens viennent plus facilement et sont moins dans une culpabilité telle que la société peut le générer aujourd'hui. Et vous avez de plus en plus de personnes annuellement? Ah oui, là, sur Alès, on est en train de crever les plafonds. Mais alors, c'est parce que vous êtes de plus en plus connu ou c'est parce qu'il y a de plus en plus... Alors, c'est aussi, vous savez, le réseau médico-social, c'est particulier. Hein. Il y a des structures que vous connaissez, SOS Drogue, vous avez Addiction France, etc. Donc ça bouge, par exemple, Aide n'est plus sur Nîmes. Ils sont l'ARS les a mis sur Alès, essentiellement. Mais on leur réserve, nous, un espace, une demi-journée par semaine pour qu'ils soient toujours présents sur Nîmes malgré tout. Donc, dans ce réseau, c'est que, par exemple, Addiction France n'exerce plus vraiment sur Alès, donc on a récupéré énormément de gens. Mais, encore une fois, l'objectif, c'est de toucher un public qui ne viendrait pas chez nous parce qu'ils ont peur de la stigmatisation et de la représentation que le plus grand nombre pourrait faire. Donc c'est important pour nous de faire cette campagne de communication pour en parler aussi, parce qu'il y a quand même des affiches qui sont affichées, que vous voyez là, mais qui sont sur tous les murs de la ville, en fait, je ne sais pas, et d'ailleurs. Donc on a des spots télé, des spots radio, enfin, des choses comme ça. Et justement, c'était pour essayer d'attirer par ce biais-là d'autres types de publics qui ne viendraient pas, mais qui sont consommateurs essentiellement de cocaïne. Ça, c'est une réalité que l'on voit tous les jours. Tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui consomment et qui souvent dépassent un moment où c'est très difficile de revenir en arrière, quoi. Et donc c'est ces gens-là qu'on a envie de toucher, pas uniquement ceux-là, mais en tout cas nous faire connaître, avoir un site, parce qu'on lance un site aussi, un numéro de téléphone qui va arriver, et donc pour pouvoir justement être dans une communication plus directe et essayer d'apporter une réponse très rapide pour certaines personnes, de façon, parce que les gens sont souvent dans l'urgence, quoi. À un moment donné, ils sentent qu'ils dérapent, ils dérivent, et c'est important de pouvoir les raccrocher à quelque chose. Et dire qu'il existe quelque chose, c'est très important. Voilà. C'est un peu ça l'objectif d'aujourd'hui, hein, c'est de dire qu'il y a une structure qui est là et qui peut les prendre en charge. Hein. Donc c'est un petit peu ça, structure qui est reconnue, financée par les pouvoirs publics, etc. Donc peut-être le programme ou juste la campagne pour la sociologie un peu du public, en termes d'âge, que vous avez plus de jeunes par exemple qui peut-être plus facilement qu'à une époque, justement par des consommations de stupéfiants. On est de moins en moins sur vraiment des jeunes dans l'accompagnement, on est plus sur une moyenne autour des 35-40 ans, ça augmente sur la question des âges. Les jeunes, on les retrouve dans d'autres dispositifs qui sont les nôtres, notamment sur la consultation jeunes consommateurs, où on accueille des jeunes qui peuvent être accompagnés de leur réseau familial. Mais le public, en règle générale, qui vient taper aux portes est de plus en plus sur les 35-40 ans. Ouais. Mais on est aussi sur une société qui bouge aussi avec la question de la performance qui est mise en place à tous les niveaux. Et effectivement, cette performance génère effectivement ces consommations-là. On a entendu dans d'autres situations de faits divers, mais on l'a avec la question du travail. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de stigmatiser la question de l'addiction sur le public SDF, par exemple, ce qui fait partie quand même de la pensée collective. Encore une fois, on a tous les niveaux sociaux. La question des cadres moyens de l'entreprise fait qu'effectivement, dans cette notion de performance, il y a énormément de consommation. On est beaucoup, par exemple, sollicité par les médecins du travail, notamment sur ces questions-là, sur les difficultés que la médecine du travail peut avoir dans son rapport avec les entreprises, et c'est à la demande, en règle générale, des entreprises, de tenter de mettre en place des actions qu'ils ne peuvent pas mettre en place directement sur l'entreprise par l'employeur. Donc, on est aussi sur
sur ces schémas-là de rentabilité, de pression quotidienne sur la question sociétale. Donc encore une fois, c'est vraiment tous les milieux et les âges, effectivement, pour les gens qui viennent nous ouvrir la porte. On est plus sur une 35-40. Sur sur la plupart des services, en fait, les personnes viennent nous solliciter au moment où les conséquences délétères de l'addiction font leur apparition, en fait. Donc, il y a aussi, on en a peu parlé, mais il y a tout un travail de prévention qui est fait. Alors, la médecine du travail en fait partie, qui est fait par nos services, mais on travaille aussi dans les collèges, parce qu'ils sont encore au collège, sur la mobilisation des compétences psychosociales et des actions de prévention avant que l'addiction ne se développe. Donc là, on travaille auprès des professionnels des profs en l'occurrence. Sur les conduites à tenir quand ils se retrouvent confrontés à la question des consommations dans les lycées, dans les collèges. Donc c'est comment on accompagne les professionnels à avoir un discours cohérent et pas de simplement c'est pas bien. Et effectivement toutes ces sensibilisations auprès des élèves. Et comment résister à la pression du groupe en fait pour les jeunes. D'où la conférence au lycée d'Audet mardi sur la sociabilisation et les déviances, qui est un terme sociologique, donc c'est en ce sens qu'il va être abordé, quoi. Mais on a beaucoup parlé d'addiction à l'alcool, drogue, mais je veux aussi traiter tout ce qui est addiction aux jeux et aux écrans. Mais alors, est-ce que c'est un sujet différent ou il y a une interaction entre les différentes addictions? Les deux options sont possibles. Parce que vous n'êtes pas alors, vous n'abordez pas forcément l'addiction de la même façon, non? La prévention. Alors, les écrans, c'est considéré par l'OMS comme un trouble de l'usage. C'est pas une addiction au sens strict. Voilà, transformé. Mais on en parlera lors du colloque, justement. Peut-être que ça évoluera dans les années à venir. Mais ça, vous pourrez en parler, Sébastien, peut-être. Après, on reçoit beaucoup de personnes polyaddictes, alors tu en parleras probablement mieux que moi, mais qui vont passer du temps devant un jeu vidéo, consommer du cannabis pour pouvoir tenir le choc aussi. Enfin voilà, on a des polyconsommateurs, des personnes polyaddictes dans nos services. Aujourd'hui, justement, quelque chose aussi qui a fait la une des journaux, parce que c'est souvent comme ça qu'on voit, mais c'est la question du chemsex qui est en train de se développer de façon importante. Donc la consommation de sexe et de drogue en même temps. Ça, c'est une réalité. Donc, en fait, on a tous ces publics. Mais la question, parce que je voudrais donner la parole peut-être à Sébastien pour parler justement de l'inclusion numérique et des jeux, puisqu'il va y avoir une table ronde spécifique sur le numérique. Et notamment à travers cette addiction qui n'en est pas une au sens formel. En revanche, la question des jeux d'argent, etc., ça devient une addiction et qui est traitée ici au même titre que d'autres. Alors, est-ce que c'est avec d'autres addictions, ça peut être le cas, mais c'est souvent, ce que vous dites alors, la polyaddiction, mais ça nécessite effectivement pour nos équipes d'aller se former sur des thématiques très précises, notamment sur la question du jeu, sur la question des écrans, des jeux vidéo, des choses comme ça. On est aussi avec des collaborateurs qui sont en formation continue sur cette question-là. Juste pour revenir sur les addictions, quelle que soit l'addiction, le mécanisme psychique est le même en fait. Donc après, il peut y avoir des variations dans l'accompagnement en fonction du produit, la réduction des risques, le matériel distribué, etc. Mais on accompagne de la même manière tout type d'addiction. C'était pour répondre à votre question initiale. Pour aller juste un peu plus loin, c'est souvent les gens qui arrivent à arrêter une addiction passent à une autre. Et c'est comment on les accompagne effectivement pour casser ces mécanismes. Donc il y a souvent effectivement la bascule d'une addiction à une autre. Le numérique, c'est Sébastien. Ça a un lien fort. Ça, concrètement, nous, la mission, c'est l'environnement se numérise à vitesse grand V et un paquet de gens qui sont sur le bord de l'autoroute de l'information. Et évidemment, ceux qui sont empêchés dans leurs actes de la vie quotidienne, administrative, loisirs,
chose à faire en tout cas. Ceux qui sont empêchés par ça, c'est évidemment pas les cadres de 50 ans blancs avec 2 enfants. Donc concrètement, les services numériques aujourd'hui, que ce soit public ou privé, sont quand même pensés pour une normalité, on va dire. Et nous, on accompagne les personnes pour qui cet environnement-là qui sont déjà en dehors de certaines normes, c'est-à-dire soit qu'on pas d'argent, soit qu'on n'a pas d'éducation, soit qu'on a des addictions, soit qu'on etc. Donc concrètement, l'idée, c'est d'aller aider ces personnes-là à raccrocher à un service qui n'est pas forcément pensé pour eux. C'est la première des choses. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, on a de plus en plus souvent des parents d'ailleurs, assez inquiets des comportements de leurs enfants vis-à-vis des écrans. Et là, il y a une très grande complémentarité, parce que ça arrive déjà, il y a des ponts qui se font, des parents qui demandent une aide et qui sont contents de trouver, notamment le gosse, un service au moins d'écoute, anonyme et complètement gratuit. Voilà, donc peut-être, je ne vais pas vous retarder trop, mais donc rapidement, donc on aura à 8h30, on sera sur le pont vendredi prochain. Donc je vais vous citer les éléments avant. Donc on aura un modérateur dans la journée que vous connaissez certainement, c'est Alain Guillard, le philosophe, qui va tenir le micro tout au long de la journée. Donc il y aura quelques discours, parce qu'on va inviter les gens, quelques politiques qui nous soutiennent. Donc puisque jusqu'à présent, ce qu'on souhaite, c'est de s'installer sur les territoires véritablement, donc aller à la rencontre, ce qu'on a commencé de faire depuis quelque temps, donc des gens qui sont élus sur les territoires. Donc c'est de cette manière qu'on avance aussi pour élargir encore notre capacité à agir sur l'ensemble des territoires. Donc l'intitulé, c'est de la toxicomanie à la dictologie au cœur d'évolution des pratiques depuis 50 ans. Donc le matin, ça sera plus de l'historique et un état des lieux de la société. Donc avec Sylvie Bédonca, on aura des chiffres officiels qui sont ceux de l'OLDT, j'arrive à dire, c'est-à-dire, mais donc c'est le CREAI-ORS, donc c'est des chiffres nationaux et plus spécifiques Occitanie sur justement la réalité à la fois du trafic, des consommations, etc., etc. Et c'est sur cette base-là qu'on va essayer de discuter donc sur l'état des lieux avec une sociologue, un juriste, etc. Et voir un petit peu une journaliste que vous connaissez aussi, qui voir un petit peu comment on peut poser la question que je vous ai dit tout à l'heure dans le débat public que tous les éléments, toutes les disciplines qui interviennent pour essayer de trouver des réponses pour un individu. Et souvent, vous savez, il y a des blocages à un moment donné. Donc, comment on peut travailler ensemble? Et la deuxième table ronde, toujours avec des gens d'ici, ça sera sur le numérique. Donc, comment on peut accompagner au mieux l'usager, et on parlera bien sûr pas des addictions, mais enfin des troubles liés à l'utilisation abusive des écrans. Voilà. Donc ça sera ça, une clôture à 16h, ça se passera au musée de la Romanité. Il y aura un petit buffet, vous êtes les bienvenus voilà. Donc vous verrez concrètement de quoi nous parlerons. Et je pense que on aura rempli notre mission et on vous remercie d'être venus jusqu'ici nous écouter, nous entendre. On espère que vous aurez des médias qui vont pouvoir transmettre un petit peu notre message et voilà, et qu'on sorte un petit peu de l'ombre, mais pas parce que nous on en a besoin, mais pour faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas. Est-ce que je peux me permettre je vous en prie. Donc il y a une semaine de festivités, effectivement, pour qu'on soit un peu plus visible auprès du grand public. Il y a également un ciné-débat au Sémaphore le 21 novembre à 18h et le colloque dont M. Mangin vous a parlé et l'après-midi porte ouverte le mercredi à l'Est.
Vous aurez tout dans le dossier. Je me permets d'insister parce que c'est ouvert au grand public et c'est soutenu par une campagne de communication. Tous accro à quelque chose et libre d'accéder au numérique. Pour qui on remercie MGT. Voilà. Donc, si on ne veut pas tout détailler, il y a pour envoyer sur un site ou quelque chose. Et le site internet. Oui, donc de toute façon, vous avez tout sur la clé USB. Le programme est sur le site. Oui, tout sur la clé. Sur la clé USB aussi, vous avez tout. Voilà, donc, le site internet qui normalement depuis ce matin. Voilà, je vous fais des petits paquets de comme ça, vous aurez les noms et même les prénoms. Voilà, ça c'est bon. Voilà, mais j'en fais 4, puisqu'il y a 4 journalistes. Voilà. Et ça, c'est Rémi Girard. Oui, c'est le grand chef, faut pas l'oublier. Ouais, communication, exactement. Ouais, c'est très important. Ils aiment bien qu'on passe par eux. Oui, mais nous aussi on aime bien vous passer. Il fallait soulager un peu aussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup encore de votre venue. Voilà, les livres, des montrer. Oui, bien sûr, oui. Voilà, donc c'est juste pour faire la partie, le site internet, vous avez l'adresse. D'accord. C'est EcoAsso, donc on vous laissera le consulter. Vous avez une partie prévention et soins d'addictologie, une partie numérique. Donc après, voilà, vous pouvez, en cliquant, vous découvrez une présentation, avec des textes qui expliquent un peu, donc il est assez complet. Donc on vous invite à le consulter et également donc, ça sera relayé par une campagne réalisée par MGT qui a. On attend peu. Il ne passait pas une journée sans boire. Exclusion sociale, agitation, anxiété. Aujourd'hui, grâce à ECO, elle a fait le choix de vivre au quotidien sans alcool. Alcool, tabac, jeux, écran, accro, réduire, gérer, arrêter. ECO est là pour vous. Notre association a 50 ans. Toutes les informations sur eco-asso.fr. Voilà. En fait, c'est vous avez plusieurs clips qui traitent donc, de l'alcool, de la cocaïne, et aussi Ils sortent 3 fois par semaine, l'été quand il veut. Livia ne peut se passer de faire du shopping. Elle passe Oui, pas trop relié. Oui, vous avez le spot radio aussi. Donc... Voilà, s'il y a besoin, il y a Rémi. Voilà. Au revoir, merci d'être venu. vous aussi. Ouais. Les facilités, je reprendrai après. Au revoir, ok, allez. Moi, je vais le faire répéter. Ah ouais, Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ouais.